Écoutez-moi. Le monde tel que vous le connaissez touche à sa fin. Il n'y a plus d'espoir. NXO. Demogarchy's not DEAD. Yet. We've infiltrated. They're watching. Demogarchy. Pour survivre à la guerre, il fallait y penser avant. Bienvenue à la discussion. Aujourd'hui, on plonge dans un film fascinant et, je dirais, assez unique. Le thriller franco-britannique de 1978, La Grande Menace, ou The Medusa Touch pour le titre original. On y suit l'histoire de John Morler, un écrivain qui, même cloué à un lit d'hôpital dans le coma, semble posséder un pouvoir terrifiant, celui de provoquer des catastrophes, par la seule force de son esprit. Et la question qui nous divise vraiment, c'est l'interprétation de ce personnage-là. Est-ce que le film nous présente John Morler comme une figure qui est, dans le fond, tragique? Un homme dont le pouvoir destructeur est une sorte de malédiction alimentée par son dégoût des failles de notre monde? Ou, au contraire, est-ce qu'on doit le voir comme un monstre pur et simple, un nihiliste qui choisit délibérément le chaos? De mon côté, je vais argumenter que Morlor est d'abord et avant tout une allégorie de la colère sociale. C'est un personnage complexe et ses actions, aussi terribles soient-elles, sont vraiment le symptôme d'un mal bien plus grand que lui. Et moi, je vais défendre l'idée que même si la critique sociale est là, en arrière-plan, le film raconte surtout la transformation d'un homme en terroriste psychique, un monstre pleinement conscient et responsable de ses actes de destruction massive. Pour moi, ce qui est central, c'est que le film utilise le fantastique pour faire une critique sociale vraiment acerbe. John Morler, joué avec une intensité incroyable par Richard Burton, c'est l'homme révolté. Il est en guerre contre toutes les institutions qu'il juge hypocrites. L'Église, l'État, la justice, les médias, tout y passe. Son pouvoir, la télékinésie, c'est pas une arme qu'il sort de son arsenal quand il veut. C'est plutôt la manifestation physique presque incontrôlable de son indignation. D'une certaine façon, il est lui-même victime de ce don empoisonné. Il illustre parfaitement comment une colère qui, à la base, peut être légitime, si elle reste isolée et elle ne trouve pas de voie constructive, elle peut virer à la destruction la plus totale. Sa discussion avec sa psychiatre, où il flotte entre la folie, le pouvoir et la malédiction, ça résume toute cette ambiguïté. Il n'est pas un simple méchant. Il a la stature d'une figure tragique, un homme dont la lucidité est devenue une prison. Je vois, mais j'arrive à ça d'un angle complètement différent. Oui, la critique sociale est là, on peut pas le nier, mais pour moi, c'est le décor, pas la pièce. La Grande Menace, c'est avant tout un thriller fantastique qui explore une part fondamentale. Qu'est-ce qui arrive quand un pouvoir absolu tombe entre les mains d'un seul homme qui déteste l'humanité? Quand Morlor, face à sa psychiatre jouée par Lee Remick, lui dit « Je cause des catastrophes, je les provoque par la seule force de mon esprit », il n'y a pas de lamentation dans sa voix, c'est une affirmation de puissance. Il revendique ses actes. Les désastres qu'il choisit ne sont pas des pics symboliques. Faire écraser un Boeing 747 sur un gratte-ciel à Londres ou faire s'effondrer une cathédrale, ce sont des actes de terrorisme de masse. Contrairement à un personnage comme Carrie qui explose sous le coup d'une humiliation directe, Morlor, lui, il cultive son cynisme. Il nourrit sa misanthropie pour justifier une escalade dans la destruction. C'est ça qui fait de lui un monstre, et pas du tout un martyr. Quand tu dis qu'il revendique son pouvoir, je suis pas certain que le film nous le montre de façon si claire. Moi, je pense que son pouvoir est intimement lié à son état émotif. Il se lève pas le matin en se disant « Tiens, quel édifice vais-je démolir aujourd'hui? » C'est son sentiment d'injustice qui est le détonateur. Il est prisonnier de sa propre sensibilité, de sa lucidité face à l'hypocrisie du monde. La structure du film elle-même, qui est une enquête policière menée par l'inspecteur Brunel, ce personnage pragmatique, les deux pieds sur terre, joué par Lino Ventura, sert justement à ça, ancrer ce pouvoir surnaturel dans une réalité psychologique et sociale bien concrète. Brunel cherche pas juste un assaillant, il cherche à comprendre l'origine du mal. Prisonnier de sa sensibilité,
Ça sonne bien, mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Le film nous montre le contraire. À travers son journal intime et les flashbacks, on découvre un homme qui n'est pas du tout passif. Il entretient sa colère, il la chérit, il la documente. C'est pas une force qui le submerge, c'est un outil qu'il apprend à maîtriser. Il fait des tests, il affine sa capacité à haïr pour obtenir des résultats. Mais ce journal, justement, est-ce qu'on peut pas le voir comme une tentative désespérée de comprendre ce qui lui arrive? Un cri à l'aide, peut-être, plutôt qu'un manifeste de haine. Il essaie de rationaliser une malédiction. Un cri à l'aide qui se termine par la planification de la destruction de la cathédrale de Londres, remplie de dignitaires et de civils. Ça tient pas la route. C'est un acte délibéré, calculé, d'une cruauté absolue. C'est le point culminant de son projet nihiliste. Et la réalisation de Jack Gould appuie cette idée. Pense au gros plan insistant sur le regard de Richard Burton. Ce sont pas les yeux d'un homme qui souffre, c'est un regard froid, calculateur. Le réalisateur nous met face à un prédateur, pas une victime. Le ton réaliste de polar européenne ne sert pas à l'excuser. Au contraire, rend la menace encore plus terrifiante parce qu'elle est ancrée dans notre monde. Le monstre, c'est un de nos voisins. Mais de ce choix de cible dont tu parles, la cathédrale, ça pose justement la question de l'intention du film. Est-ce qu'on est dans une critique symbolique ou dans le pur spectacle de destruction? Moi, je pense que le film s'inscrit parfaitement dans le cinéma paranoïaque des années 70. On pense à des films comme The Parallax View ou 3 Days of the Condor qui exploraient la méfiance envers les institutions. La grande menace, il prend cette paranoïa et lui donne une arme surnaturelle, ce qui rend son propos unique. En adoptant la structure du film policier plutôt que de l'horreur pure comme Carrie ou Scanners un peu plus tard, le film se concentre sur le pourquoi de la destruction. L'enquête de Brunel, c'est une quête de sens, et les catastrophes sont des symboles. L'avion transportait des politiciens, la mission spatiale qui fait exploser représente l'orgueil technologique. Dans ce cas-là, c'est une fable sur ce qui arrive quand la colère politique n'est pas canalisée. J'ai vraiment de la misère avec cette lecture politique. Je pense que le film se délecte beaucoup plus de la mise en scène spectaculaire des catastrophes. La destruction de la cathédrale, en direct à la télévision, c'est un morceau de bravoure du cinéma catastrophe de l'époque, pas un pamphlet politique. C'est fait pour nous clouer à notre siège. La critique sociale, pour moi, c'est une justification narrative, une toile de fond pour un récit d'horreur psychologique. Le vrai sujet du film, c'est la peur viscérale qu'un seul esprit, un seul individu rempli de haine puisse mettre le monde à genoux. La question n'est pas de savoir si ces critiques sont fondées, elles le sont peut-être en partie, mais de constater l'horreur de sa réponse. Mais le spectacle peut servir la critique. Le fait de montrer cette destruction à une échelle aussi massive, c'est peut-être une façon de dire « voilà la puissance de la rage accumulée par une société qui ignore ses propres problèmes ». Le spectacle n'annule pas le message, il l'amplifie. Le film nous force à regarder les conséquences ultimes d'une indignation qu'on préférerait ignorer. Je suis pas convaincu. Le film nous invite pas à réfléchir aux causes. Il nous invite à avoir peur des conséquences. Le personnage de Brunel, l'enquêteur, il conclut pas son enquête par un traité sociologique. Il conclut en essayant désespérément de débrancher la machine qui maintient Mauler en vie. Sa seule préoccupation, c'est d'arrêter le monstre, pas de comprendre la société qui l'a créé. Le film se termine sur une note de pure horreur. Même après avoir tout tenté, le mal persiste. C'est la signature d'un thriller, pas d'un drame social. Et ça nous amène directement à la question de sa responsabilité. Est-ce qu'il est vraiment coupable? Le film prend bien soin de nous montrer son enfance. Ce pouvoir se manifeste contre sa volonté, causant des accidents tragiques qui l'isolent et le traumatisent. On le voit enfant souhaiter la mort de ses parents abusifs juste avant qu'ils aient un accident fatal. Il n'a jamais demandé ce don. Il est présenté comme un homme profondément seul, dont la lucidité sur le monde l'a acculé à une impasse. Il est autant coupable des morts qu'il cause que victime d'une condition qui le dépasse. C'est ça la tragédie. Il est écrasé par un destin qu'il ne maîtrise pas. L'argument de la victime de son don, je veux bien pour l'enfance, mais ça a ses limites. Le film nous montre justement sa transformation. À partir du moment où il devient adulte et prend pleinement conscience de la nature et de l'étendue de son pouvoir, il a le choix. Il aurait pu chercher de l'aide, s'isoler pour ne plus nuire à personne ou même mettre fin à ses jours s'il se considérait comme un danger public. Mais il ne fait rien de tout ça. Au contraire. Il choisit d'utiliser son pouvoir pour affirmer sa supériorité sur le reste de l'humanité qu'il méprise.
Tu parles de choix comme si c'était simple. Pour un homme qui a été conditionné toute sa vie à associer sa volonté à la destruction, est-ce qu'un autre chemin était vraiment possible? Le film ne suggère-t-il pas une forme de déterminisme tragique? Il est ce que le monde a fait de lui, une arme vivante. J'ai de la misère à accepter ça. Son refus de toute responsabilité, son mépris total pour la vie humaine, c'est précisément ce qu'il définit comme un monstre. Il n'y a plus de tragédie dans ses derniers actes. Il n'y a qu'une misanthropie assumée et une volonté de puissance. Et la fin du film est sans appel. Même dans un état quasi végétatif, son cerveau mutilé continuant de fonctionner grâce aux machines, son esprit cherche encore et toujours à détruire. L'inspecteur Brunel pense l'avoir arrêté en débranchant tout, mais le plan final sur l'électroencéphalogramme qui se remet à onduler, c'est la confirmation qu'il n'y a plus rien à sauver en lui. Il est devenu la personnification du mal, une pure pulsion de mort. Pour conclure, je persiste à penser que la grande menace se sert du personnage de Morlord pour nous avertir des dangers d'une colère politique et sociale qui fermente dans l'isolement. Il est moins un monstre qu'un symptôme, une figure tragique dont le pouvoir démesuré est le miroir des fractures et des hypocrisies d'une société contre laquelle il se révolte. Son histoire est une méditation sombre sur ce qui arrive quand la critique ne trouve aucune issue. Et pour ma part, je conclus que, peu importe la validité de ses critiques sociales au départ, Morlord choisit et embrasse pleinement son rôle de destructeur. Le film est une exploration glaçante du mal absolu qui peut naître d'un seul individu doté d'un pouvoir immense. C'est un thriller fantastique qui fonctionne si bien justement parce qu'il ne cherche pas à excuser l'inexcusable, mais à nous confronter à l'horreur d'un nihilisme devenu une arme de destruction massive. Il est clair que c'est cette ambiguïté fondamentale, cette oscillation constante du personnage entre la victime et le bourreau qui donne au film toute sa force et qui fait qu'on en discute encore aujourd'hui. Exactement. Et le matériel source nous montre aussi à quel point ce film est un objet unique, un hybride fascinant. Il a le ton grave et le rythme d'enquête d'un polar européen, mais avec les éclats spectaculaires du cinéma fantastique anglo-saxon. C'est ce mélange des genres qui le rend si troublant et qui, sans doute, mériterait d'être exploré encore davantage.